Mais il faudra leur poser d'abord la question de la nature de la trahison. Qu'est-ce qu'ils appellent trahison? Et lorsqu'on s'engage en politique, on reste focalisé d'abord sur la fidélité aux valeurs. Voilà. Plus que les considérations personnelles. Parce que lorsque vous voyez dans la situation dans laquelle lui-même il s'est mis, à travers ses rapports avec Simone Gbagbo, avec sa confession religieuse, avec son parti, je ne vois pas comment on peut monter si haut et puis se laisser choir que Laurent Gbagbo soit gentil avec moi, qu'il s'occupe de mes problèmes. Non, non, ce n'était pas pour ça que j'étais dans l'action politique. Je suis rentré de façon responsable. Je suis satisfait des résultats que nous avons eus pendant les 22 mois où je suis resté à la tête du pays. Il y a des éléments qui l'attestent. D'abord sur le plan économique, nous avons pu redresser la situation. Quand je regarde les réseaux sociaux, quand je regarde aujourd'hui la situation d'un certain nombre même de fanatiques de Gbagbo, il y a 2 ou 3 ans, la posture qu'ils ont aujourd'hui, la meurtrissure qu'ils vivent, parce que ces gens-là, à la limite, ils sont malheureux. Le président Gbagbo, leur référent politique, à son retour de La Haye, ne s'est pas emparé d'armes de guerre pour aller à l'assaut de Alassane Ouattara. J'étais à l'aéroport pour bien marquer mon engagement constant en faveur de l'unité du parti. Parce que c'est l'unité du parti qui me préoccupe. Ce n'est pas faire plaisir à Gbagbo. Lorsque la Côte d'Ivoire a été attaquée, est-ce que vous n'avez pas failli sur le plan sécuritaire? D'autant plus que tous les signaux vous montraient qu'il y avait des attaques qui devaient venir du Nord. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Oui. Donc, faites preuve de patience. Et ce que vos compères ont pu vous reprocher, c'est de savoir qu'au moment où ils se battaient pour que le président Laurent Gbagbo puisse sortir, vous étiez engagé sur un autre chantier. Oui, mais quel combat il menait pour que le président Gbagbo sorte? Le président Gbagbo lui a posé la question que d'après toi, si je gagne, qui je dois choisir comme Premier ministre? Et la camarade en question a donné un nom. Et le président Gbagbo a dit non, ce n'est pas celui-là. Mais par contre, ce serait affiché. Monsieur le Premier ministre, excusez-moi. Attendez, je voudrais... Donc, c'est vrai que nous avions une armée qui était en déconfiture. Super. Mais nous n'avons pas, et c'est peut-être cela qu'on peut nous reprocher, mais notre démarche était noble. Face à la situation, faisons l'ouverture. Et c'est même ce que nous demandons aujourd'hui à Alassane Ouattara. Mais je note par ailleurs que ces accusateurs aujourd'hui sont dans les chemins que j'ai ouverts. Ce n'est pas parce que notre armée était faible, particulièrement faible, que nous avons vécu cette situation. Nous avons vécu cette situation d'abord, s'il y a un reproche à nous faire, c'est plus sur le terrain de la diplomatie. Et je l'ai dit dans une déclaration, pendant tout le temps de 1986 jusqu'en 2000, au moment de l'accession au pouvoir du Front populaire ivoirien, je n'ai pas demandé un franc à quelqu'un pour mener toutes les missions qui m'ont été confiées pendant cette période de plus de 10 ans. Les rebelles avaient perdu la guerre, mais ils avaient eu la chance qu'au plan diplomatique, c'était eux qui étaient soutenus. Ils étaient soutenus d'abord par certains pays voisins, oui, ça, qui leur avaient accordé une base arrière. Tout à fait. C'est ça. Le Mali, le Burkina Faso. Et puis, ils étaient soutenus. De toute façon, depuis ces 10 ans, c'est moi qui cours derrière eux pour l'unité. Ce n'est pas eux. Et c'est eux qui me disent qu'ils n'ont rien à faire avec moi. Que je suis exclu. À un moment donné, non, il est exclu, on s'en fout. C'est pour cela que j'appelle toujours à ce dialogue national inclusif. Pour qu'on se mette autour d'une table, qu'on vide tous les contentieux, qu'on s'engage dans des réformes qui vont garantir une paix durable en Côte d'Ivoire, qu'on pense les blessures. Parce qu'il est évident que le président Gbagbo va saluer M. Ouattara. Mais il a toujours, dans un coin de sa mémoire, cette longue incarcération à La Haye. Et cela modifie beaucoup de choses. Ils font semblant, ils n'en parlent pas. Ils s'embrassent, ils rient, ils n'en parlent pas. Mais est-ce que c'est sincère, les actes qu'ils posent là? Est-ce que parce qu'ils se sont rencontrés, alors on a totalement oublié? Vous parlez de droits de l'homme justement. Lorsque vous revoyez quelques années en arrière cette vidéo où on vous faisait faire des pompes, qu'est-ce que ça vous rappelle? Qu'est-ce que ça éveille en vous?
Non, ça éveille en moi les sacrifices qu'un homme politique qui ambitionne de changer, de transformer son pays, doit s'apprêter à faire. Les faux arguments, la preuve, c'est qu'eux-mêmes, ils sont aujourd'hui dans le dialogue avec le pouvoir. Ils sont dans la participation. Non, ce sont des faux arguments. Ou alors, ils n'ont pas compris du tout au début, comme si on a les moyens encore de faire la guerre pour organiser le retour de Gbagbo. Alors que pratiquement tout notre camp est dispersé. Soit on est en prison, soit réfugiés, et les gens assis à Accra, dans la sécurité ou en France, c'est eux qui demandent aux quelques-uns qui sont restés en Côte d'Ivoire, mettez vos vies en danger, menez la guerre contre Ouattara, parce que c'est la voie. Mais vous-même, vous revenez. Venez tous et puis on va faire la guerre contre Ouattara. Vous devez savoir que votre sortie va être critiquée, mais vous savez que c'est la voie de l'avenir. Donc il faut y aller. Et le fait d'y aller, d'avoir été aux élections, moi, modestement, je pense que ça me positionne par rapport à l'avenir. Parce que je me suis positionné juste derrière ces trois anciens. Le président Ouattara, le président Bédié et le président Gbagbo. Cette désobéissance, on en parle, vous en avez payé très cher. Oui. Moi, j'avoue que j'ai été très admiratif de vos différentes déclarations, celle de l'opposant, vraiment très virulent. Et ensuite, on vous voit arrêté, malmené, disparu des radars quelques jours. Comment vous avez vécu cette période? Mais comme en 2011, que je ne pouvais pas me rendre à Bruxelles tant que je ne vais pas faire une déclaration sur RFI pour annoncer que c'est Laurent Gbagbo qui est le président du FPI. C'est le point de blocage. Et ce n'est pas parce qu'il s'appelle Abdourahmane Sangaré, paix à son âme, que je dois m'incliner. Alors que je vois que la voie qu'il propose nous met dans l'impasse. Ne nous conduit nulle part. Pourquoi je dois m'incliner? Parce que où ça pouvait nous conduire? Eux-mêmes, là, ils ont tout fait. Qu'est-ce que ça a donné? 10 ans. On va rester 10 ans quand même en prison. On peut même dire que si nous avons pu rester au pouvoir après les élections de 2000, c'est parce qu'il y avait un gouvernement socialiste en France. Nous avons fait le choix, et parce que cela est conforme à notre doctrine, nous avons fait le choix du dialogue. Mais justement, par rapport au poste de vice-président, dans ces dires, on a l'impression que c'était comme si lui, il était président, mais comme un fer d'aloi. Mais est-ce que c'est vous qui alliez avoir les commandes du parti? C'est que lui réfutait quelque part. Mais de toute façon, ce sont les textes d'un parti qui organise, qui distribue les compétences. Voilà. Ce n'est pas la volonté d'AFI qui prime sur les textes du parti. Je donne souvent une image à mes interlocuteurs. Je dis, mais vous êtes sur l'autoroute à 120 à l'heure, et puis votre épouse est à vos côtés avec votre bébé de 2 ans, votre enfant de 2 ans, qui cherche à prendre la direction du véhicule et qui pleure. Est-ce que, pour lui faire plaisir, vous allez lui laisser la direction du véhicule? Pour lui faire plaisir. Dans votre cas là, c'est qui le bébé de 2 ans? C'est que ce n'est pas courant que quelqu'un qui est à la tête d'une organisation, qui est président d'une organisation, accepte de céder son fauteuil pour s'occuper d'un poste subalterne. Est-ce que vous avez vu ça souvent? Mais humainement, comment est-ce que vous avez vécu, on va dire, tout cela lorsque le président Laurent Gbagbo dit, bon, on va continuer le caillou, on laisse l'enveloppe. Humainement, comment vous avez vécu tout ça? Avec ces thèmes assez, plus ou moins un peu méprisants quand même, comment vous avez vécu tout ça? Moi, j'ai trouvé ça pitoyable. Je suis ici, j'y suis, j'y reste. Quand Gbagbo sera de retour, on verra ce qu'on va faire. Je peux faire ça. Mais depuis 10 ans, pourquoi je cours derrière lui? Et je me dis qu'aucun d'entre nous ne peut avoir une carrière si le FPI n'est pas suffisamment fort pour le porter au pouvoir. Gbagbo ne serait jamais devenu président de la République sans le FPI. Quel que soit, même dans la situation actuelle, quel que soit ce que Gbagbo va dire, ce n'est plus le Gbagbo de 2010. Sans Coulibaly Mamadou, sans Simone Gbagbo, sans Afinguessa, Gbagbo ne peut pas dire que c'est le même. Est-ce que vous aviez pu vous rencontrer quand même en off? Nous n'avons pas pu nous rencontrer parce qu'il n'a pas voulu. Donc j'ai eu peut-être le tort d'avoir compris ça trop tôt. Et je suis persuadé
que si nous tous nous étions engagés dans cette voie du dialogue, de la négociation, le président Gbagbo n'aurait pas fait 10 ans à la CPI. Mais humainement, est-ce que vous pensez que c'était la meilleure démarche à faire? Surtout que c'était votre mentor, c'était votre leader, il se retrouve en prison. Je me bats pour qu'il sorte par le dialogue. Quelque temps après, M. Kouyotea me confirme qu'il en a parlé au président Gbagbo, qu'il n'y a pas d'objection à cette rencontre, mais qu'il faut qu'on lui laisse le temps d'aménager les bureaux de M. Gbagbo. Le lendemain même de cet entretien, un communiqué sort émanant du cabinet du président Gbagbo, invitant le comité central du FPI à une réunion au Palais de la Culture le lundi. Donc, il faut savoir comment gérer ces contradictions dans sa vie privée. Comment les gérer? Parce que les contradictions peuvent survenir entre vous et votre épouse, vous pouvez avoir des difficultés. Vous pouvez même aller jusqu'au divorce. Mais lorsque vous savez que vous êtes un homme politique public, vous devez savoir comment gérer ce divorce-là. Vos rapports avec le président Alassane Ouattara? Ce sont des rapports entre un opposant politique et un chef d'État. Je vais parler un peu de manière relâchée. Vous l'aimez? Les sentiments personnels. Oui. Donc je n'ai rien inventé. Et ce n'est pas moi qui voulais le contraindre à une fonction de reine d'Angleterre. C'est la situation politique, sa propre situation d'être hors de Côte d'Ivoire qui faisait qu'on ne pouvait que demander au vice-président d'assurer l'intérim. Donc je n'ai pas attendu de rencontrer Laurent Gbagbo pour m'engager dans le Front populaire ivoirien. Je me suis engagé d'abord par rapport à la volonté de participer à la modernisation de la vie politique en Côte d'Ivoire. Et nous, c'est ce que nous avons toujours choisi de faire. Être une opposition qui ne soit pas là pour bloquer la marche du pays, qui ne soit pas là pour détruire, mais qui soit là pour poser les problèmes. Et demain, je suis à la tête du pays, je leur garantis que la diaspora aura des postes de députés à l'Assemblée nationale pour qu'elle soit représentée dans le débat politique, qu'elle participe à la construction nationale. Et qu'est-ce que vous avez fait? D'autant plus qu'on avait déjà le complot de la Mercedes noire en 2001. Avant d'arriver au 19 septembre 2002 du moins, où il y a eu cette crise militaire qui a tout foutu en l'air par rapport à votre programme de gouvernement. C'est de ça que je veux qu'on parle. Oui, mais en fait, c'était le panafricanisme dont il a parlé, quelque part peut-être. C'est le panafricanisme. Oh bah, bon.